Un beau jour, le soleil a plus eu envie de faire son travail, et maintenant tout est en train de disparaître sous la neige. On aurait bien continué à vivre à Londres, mais ça commençait à ressembler beaucoup plus à Vladivostok en décembre qu'à la capitale de l'Empire. Du coup, on s'est dit que si on voulait pas tout s'y passer, il allait nous falloir un de ces gros radiateurs que la reine a fait construire au début de l'hiver, quand même toutes les cheminées de Buckingham suffisaient plus à chauffer son royal postérieur. J'ai pris 80 pouilleux du quartier où je vivais, et on a volé une de ces grosses locomotives qui servaient à acheminer du matériel dans les coins perdus d'Angleterre. Et on s'est fait la malle, à la recherche du générateur. C'est comme ça que les bureaucrates les appellent. On a erré des semaines durant dans ce qui était autrefois la campagne. Il a fallu apprendre à manœuvrer la locomotive. On avait à peine saisi le coup qu'elle nous a claqué entre les doigts. Et puis finalement un jour on l'a vu. Un gigantesque trou dans le sol et en son centre des dizaines de tonnes d'acier, le truc le plus moche que j'avais jamais vu. Mais c'était aussi notre salut. Sauf que le foutu truc était éteint. Les gens en pouvaient plus du voyage, personne tenait debout. Mais il n'était pas question de crever de froid au pied du générateur, ça aurait été comme mourir de faim devant un troupeau de vaches. Alors j'ai pris les commandes des opérations et j'ai envoyé quelques familles récolter du charbon laissé là par les équipes qui avaient construit le générateur. Ça a pas eu l'air de les gêner beaucoup que je commence à distribuer des ordres. De toute façon, depuis que j'avais eu l'idée de piquer la locomotive, tout le monde s'était plus ou moins habitué à faire ce que je disais. 1 heure plus tard, on enfourne le charbon qu'on vient de récolter à la base du générateur. Parmi les ingénieurs qui nous accompagnent, celui qui a l'air le moins stupide appuie sur quelques boutons, enclenche une manivelle et... voilà. Notre lumière dans l'obscurité. On s'empresse de se répartir en équipe et de commencer à construire des tentes pour passer la nuit. On est toujours 80 pouilleux pratiquement à poil au milieu du blizzard, mais pour la première fois depuis très longtemps, on dort autour d'un feu. Le lendemain, nos ingénieurs ont la meilleure idée de leur vie. Faire circuler la chaleur du générateur dans des tuyaux et la faire ressortir quelques dizaines de mètres plus loin pour créer des poches de chaleur. Dans ces poches, on pourrait construire des ateliers, on pourrait construire des maisons, on pourrait construire n'importe quoi. On a également trouvé du bois sous la neige, du charbon dans le sol, et il y a même des gisements de fer avec lesquels on pourrait faire de l'acier. Donc techniquement, il est possible de créer une ville dans ce cratère. La question c'est est-ce qu'on va y arriver avant de mourir de faim ou de froid. Le jour suivant, notre premier groupe d'expédition trouve une vingtaine de personnes à quelques heures seulement du cratère. Ça veut dire qu'il va falloir les nourrir, ça veut dire plus de tentes à construire, et il va falloir les chauffer aussi, donc nos réserves de charbon vont s'en aller plus vite. Mais dans un monde où il nous reste déjà quasi rien, ce serait dommage de perdre aussi notre humanité. Les réfugiés qu'on a récupérés nous ont raconté qu'ils étaient tombés sur nous complètement par hasard en cherchant une autre colonie. Apparemment, il y a un autre générateur pas si loin d'ici et des gens qui se sont installés autour dès le début de l'hiver. Et si c'est vrai, ils en savent probablement beaucoup plus que nous sur la survie dans cette région. Du coup, j'ai formé d'autres équipes d'expédition et je leur ai demandé de trouver ce fameux nid d'hiver. Les 3 premières expéditions n'ont rien donné, mais à la 3e tentative, ils ont découvert un automate. La machine fonctionnait toujours, alors ils nous l'ont renvoyé en ville. Maintenant, on a une araignée métallique de 3 mètres de haut qui gambade autour du camp. Merveilleux. C'est une bonne nouvelle qu'ils aient trouvé l'automate parce qu'il a probablement été fabriqué à nid d'hiver. Par contre, ce genre de machine est censé être supervisé à tout instant, et c'est vraiment pas bon signe qu'il l'ait trouvé tout seul dans la neige. Les éclaireurs ont fini par trouver nid d'hiver. Et la ville était un véritable tombeau à ciel ouvert. Apparemment, les habitants sont morts de faim et pas de froid parce que les chaufferies tournaient toujours quand on les a trouvés. Quand on a froid comme ça toute la journée sans arrêt, on a tendance à oublier que parfois la mort peut faire preuve d'imagination et nous tomber dessus par un moyen détourné. Ils parlent de retourner à Londres. Ils disent que si nid d'hiver y est passé, alors on n'a aucune chance. Mais ils se rendent pas compte qu'on n'a pas de quoi rentrer. On n'a ni le matériel, ni les vivres pour un voyage retour. Ce générateur, c'est notre bout du tunnel. Soit on trouve un moyen d'y vivre, soit on y meurt. Le groupe qui veut rentrer à Londres fait de plus en plus parler de lui. Les Londoniens, ils s'appellent. Ils ont commencé à faire leurs préparatifs pour le voyage retour, sauf que chacun de ces hommes a une responsabilité ici. C'est des gens, soit ils piochent pour qu'on puisse se chauffer, soit ils chassent pour qu'on puisse manger, mais ils servent à quelque chose, on a besoin d'eux. Si demain la moitié du camp s'en va, on y passe tous. Un des plus vieux travailleurs du camp est venu me voir et m'a dit que lorsqu'une société est sur le point de se casser la gueule, et qu'il faut absolument qu'elle reste unie pour survivre, il y a généralement que 2 solutions. La religion ou l'autorité. Alors j'ai rien en particulier contre la religion, mais quand je regarde le monde autour de nous, je me dis que sur ce coup, si Dieu existe, il nous a quand même sacrément dit d'aller nous faire foutre. Ce sera donc l'autorité. Je commence par désigner quelques hommes de confiance pour effacer les inscriptions laissées par les Londoniens. Puis je fais construire des tours de garde pour pouvoir les repérer quand ils se rassemblent, et comme ça marche pas très bien, j'en fais construire de plus grands. À la fin de la semaine, mes hommes surveillent toute la ville, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Mais d'après les derniers rapports, les Londoniens sont plus nombreux chaque jour. Un de mes hommes a été attaqué alors qu'il essayait d'effacer une inscription qui incitait les gens à quitter la ville. Ils lui ont brisé les os alors qu'il essayait de les empêcher d'aller mourir comme des cons dans le blizzard. Le lendemain, c'est avec tristesse mais avec relativement peu de regrets que j'inaugure la première prison de la dernière cité sur Terre. Quelques jours plus tard, un de mes hommes est tué à son poste. Le
premier meurtre de l'histoire du camp, et les Londoniens sont plus nombreux que jamais. C'est autour de cette période que j'ai compris que tout l'ordre du monde servait à rien sans espoir. Tu peux nourrir et chauffer les gens autant que tu veux, mais s'ils croient en rien, ils partiront en vrille à la première occasion. Alors j'ai confié à quelques hommes la responsabilité d'écrire des messages. Sur le camp, sur ce qu'il représente. Comment il se pourrait bien que cette ville, ce soit le dernier bastion de l'humanité. Et comment nous abandonner, c'est pas juste nous trahir nous, mais trahir l'espèce tout entière. Quand je lis ces papiers, on dirait de la propagande. Sauf que la propagande, c'est utilisé par des vieux cons pour rester au pouvoir. Et moi j'essaye d'empêcher ces abrutis d'aller mourir dans le blizzard. Trois semaines de travail acharné plus tard, c'est difficile de parler d'un camp désormais. C'est une véritable ville, qui parvient à chauffer et à nourrir près de 300 âmes. Les tracts ont fait leur effet, et pour être franc, la prison a fait son effet aussi. Le jour J est finalement arrivé. Les Londoniens s'en vont. Grâce au travail de la milice et des tracts, leur nombre a beaucoup baissé ces derniers temps. Ils ont décidé de partir aujourd'hui, avant que leurs derniers partisans se découragent ou avant de passer encore un séjour en prison. Ce jour-là, sur la place devant le générateur, ils sont qu'une petite quinzaine à faire leurs préparatifs. Un groupe ridicule, qui a aucune chance dehors. J'aurais pu envoyer la milice et les forcer à rester, mais je veux en finir avec cette histoire. C'est le regret, au final, qui domine quand je les regarde partir. Ces 15-là, j'aurais pas pu les sauver. Une semaine depuis le départ des Londoniens et la ville se porte mieux que jamais. Nos greniers sont davantage pleins chaque jour, et aussi étrange que ce soit à dire, les températures de l'ordre de -30 paraissent presque normales maintenant. Nos nouvelles mines dernier cri nous permettent de produire assez de charbon pour que si par malheur on tombe sous les -30, je puisse pousser un petit peu plus le générateur pour produire la chaleur supplémentaire qu'il nous faut. Une chose m'inquiète un peu cependant. Ce matin j'étais sur la grande place pour aider à accueillir un groupe de réfugiés que nos explorateurs nous ont ramenés. Et l'un d'entre eux m'a regardé en me disant qu'il avait dû quitter la colonie où il vivait parce que l'apocalypse arrivait. Alors quand on récupère des gens au milieu du blizzard, ils disent toujours des choses étranges, mais il y avait une sorte de certitude dans ses yeux. Il m'a fait froid dans le dos. Ils ont aussi dit qu'ils faisaient partie d'un groupe beaucoup plus gros, mais qu'ils avaient pris de l'avance. Dans le doute, j'ai envoyé des éclaireurs dans cette direction pour en avoir le cœur net. Comme prévu, un peu plus tard dans l'après-midi, nos éclaireurs tombent sur une colonne de 70 personnes qui marchent droit sur nous. Apparemment, une tempête les a forcés à fuir leur colonie. Et apparemment, 2 autres colonnes au moins aussi grandes les suivent de près. Ça fait plus de 200 personnes en tout. Si on accueille tout le monde, on fait doubler la population de la ville en quelques jours. Alors c'est vrai que récemment, niveau ressources, ça va mieux. Mais dans une ville où tout est rationné comme ça, je sais pas si on peut le faire. Surtout qu'il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de malades parmi eux. Mais d'un autre côté, j'ai pas frôlé le totalitarisme et gardé cette foutue ville debout envers et contre tout pour abandonner des gens dans la neige maintenant. On va le faire. La première colonne vient d'arriver en ville. Comme prévu, la grosse majorité d'entre eux sont trop malades ou trop faibles pour travailler. Nos éclaireurs sont déjà partis à la rencontre de la suivante. La deuxième colonne arrive dans la nuit. Tous les hommes valides se voient donner du matériel de chasse et envoyés à l'extérieur pour compenser le coup qui s'apprête à frapper nos réserves de nourriture. La troisième colonne est finalement là et les lumières des hôpitaux ne s'éteignent jamais. On avait commencé à construire des serres chauffées pour pouvoir produire de la nourriture sans avoir à envoyer des chasseurs dans le blizzard. J'ai fait annuler le projet et tout le bois et le tissu qui était réservé aux serres a été utilisé pour construire des tentes d'urgence et des hôpitaux supplémentaires. Comme si ça suffisait pas, le temps a été particulièrement mauvais ces dernières heures. Comme si ces malheureux avaient vraiment le mauvais temps aux trousses. Apparemment tous les réfugiés viennent de la même colonie. Ils m'ont parlé de leur leader, un homme qui s'appelle Nansen. C'est lui qui leur a appris à survivre pendant l'hiver. Et c'est lui qui leur a dit qu'ils devaient fuir dans notre direction, sinon ils allaient y passer. Malheureusement, ce fameux Nansen était trouvable dans aucune des 3 colonnes. Dommage. J'aurais bien aimé lui demander à quoi il joue. Ce matin, un des ingénieurs est venu me réveiller avec de très mauvaises nouvelles. Les réfugiés disaient vrai. Quelque chose nous arrive dessus. Quelque chose qui fait passer tout le reste pour une promenade de santé. Une tempête si gigantesque qu'elle a l'air d'avaler le monde quand elle passe. C'est vrai que du haut du ballon, on dirait qu'un mur est apparu à l'est et qui dévore tout sur son passage. Les ingénieurs disent qu'il leur faudra 2 jours pour calculer les températures qui vont nous tomber dessus quand la tempête nous aura rattrapés. En s'aventurant loin dans la direction dont venaient les colonnes de réfugiés, nos éclaireurs ont trouvé un camp. Et apparemment, il a été occupé par Nansen. D'après les notes qui sont à l'intérieur, la tempête est suffisamment violente pour tuer n'importe quoi. Aucune colonie peut y survivre. Mais il fallait qu'il en soit sûr, alors il a décidé de marcher en direction du mur, pour avoir des données plus précises. À ce niveau-là, je sais pas si l'homme est courageux ou s'il a juste envie d'en finir. Mais je risquerai pas la vie de mes hommes à sa poursuite. Quelque chose me dit que Nansen et moi, on n'aura jamais de conversation. Les nouvelles viennent de tomber et ce serait un euphémisme de dire qu'elles sont mauvaises. Quand la tempête frappera, il se mettra à faire trop froid pour sortir du cratère et chasser, trop froid pour garder les mines en état de fonctionnement,
Trop froid pour quoi que ce soit, pour être honnête. La seule marche à suivre qui va rester, c'est s'enfermer chez soi avec sa famille et prier pour passer la nuit. Et ça, si par miracle on arrive à faire cracher assez de chaleur au générateur pour que les gens crèvent pas dans leur lit. Toute la matinée durant, j'ai vu des chiffres aberrants sur les feuilles des ingénieurs. Des moins 110 degrés et des prévisions pires encore. L'un d'entre eux m'a carrément conseillé d'évacuer, d'envoyer tout le monde vers l'ouest, tout en sachant très bien qu'on n'irait pas plus vite que la tempête. D'après lui, il va falloir prier pour qu'elle se disperse ou qu'elle change de direction avant de nous avoir. Quand un homme de science qui a passé toute une nuit à plancher sur un problème finit par vous dire qu'il va falloir prier, autant vous dire que le futur est pas franchement rassurant. J'ai dicté immédiatement mes ordres. Tous les quotas sont doublés, tous les temps de pause sont supprimés et les nuits sont réduites à 5 heures. Pas de protestation, pas de querelle. Si celui qui détient l'autorité s'en montre digne suffisamment longtemps, elle finit par être remplacée par quelque chose de plus fort encore. La confiance. Ils savent très bien qu'on est tous dans la même barque. Ils savent que tout ce que je leur demande, c'est pour qu'on ait une chance de s'en sortir. De toute façon, c'est pas vraiment un endroit où il est possible d'exploiter le peuple pour s'enrichir. Qu'est-ce que je ferais? Je ferais construire un palais en bois au milieu du blizzard, je m'enfermerais dans mes chambres fortes et je piquerais une tête dans mes réserves de charbon avec un rire démoniaque? Non, la cupidité et la corruption sont des mots qui ont disparu sous la neige avec l'ancien monde. Alors ils me font confiance. 3 jours plus tard, je regarde la ville depuis les hauteurs du cratère. À l'heure actuelle, personne n'a faim et personne n'a froid. Qui l'aurait cru en nous voyant les premiers jours? 80 personnes transitent froid à construire des tentes autour d'un générateur qui savait même pas faire fonctionner. C'est pas donné à tout le monde de construire une société par moins 60 degrés. C'est quand même dommage d'y arriver et de se prendre immédiatement l'apocalypse sur le coin de la figure. La tempête doit arriver dans la nuit et il ne reste que quelques heures pour chasser maintenant. Je regarde les aéronefs de nos chasseurs quitter le cratère pour la dernière fois. Nous sommes au cœur de la tempête. Il fait un froid que j'aurais pas pu imaginer, même dans mes pires cauchemars. Les outils indiquent moins 130, mais je sais pas si c'est la véritable température ou si le froid les a simplement cassés. J'ai vu un homme mourir en quelques secondes en voulant aller d'une maison à l'autre. Toute la ville est à l'arrêt. Aucun bloc de charbon ne peut être extrait et le générateur travaille plus dur que jamais. Il y a quelques heures, je l'ai poussé à son maximum, juste pour que les habitants commencent pas à mourir chez eux, et maintenant, la pression à l'intérieur de la machine commence à augmenter dangereusement. Mais de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Tout ce que nous aurions pu faire a été fait il y a des jours. Maintenant nous sommes 600 âmes en chute libre au milieu du blizzard.